Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce live avec ni plus ni moins que presque 200 kilos face à moi, plus de 2 mètres à eux deux et des bras comme mes jambes. Nous sommes en direct avec Sedat Gomessa, que vous reconnaissez dans une tenue plutôt décontractée, qu'on n'a pas l'habitude de voir d'ailleurs, avec une couleur aussi sombre que celle-là comme son t-shirt. On a le droit à ce logo-là? Ouais, tu as le droit, tu es en dehors du boulot, là, c'est ça? Ah oui. Bon. Et de l'autre côté, mais comment? Regardez ses bras, les tatouages. Quelqu'un qui revient de. Attends, je vais me mettre un peu. Il est beau, il est bronzé, il brille. Ah, je suis bronzé par contre. Ouais. Et donc, Teddy Bobigny, vous l'avez reconnu. Vous avez plein de points communs, les copains. D'abord, merci d'être avec nous, avec les supporters du Racing et plus généralement avec tous celles et ceux qui aiment le rugby. Merci de nous consacrer donc les 8 heures qu'on va passer ensemble en live. Mais on va passer un petit moment pour parler, bien sûr, de rugby. Je voudrais, si vous ne s'entendez pas, juste faire un coucou à tous ceux qui travaillent dans l'administration et qui continuent, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et voilà, je veux leur dire combien on pense à eux aussi, parce que bien sûr, la situation n'est pas facile, mais pour autant, ils continuent à faire avancer la maison. Complètement avec eux. Vous êtes un peu d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut dire, Teddy, que s'il fait beau derrière toi, c'est parce que tu es à Hawaï? Honnêtement, j'aimerais bien, mais c'est pas aussi beau que ça. Non, j'ai de la chance, je suis retourné un petit peu en famille, du coup, voilà, on a la chance d'avoir un petit jardin, on en profite parce que ouais, les temps sont un peu lourds en ce moment. Et juste une question à tous les deux. Vu comment vous êtes gaillards, on ne doit jamais vous ennuyer quand même. Et je dis ennuyeux pour être poli. Non, mais en dehors des terrains, personne ne doit vous dire barre-toi, c'est ma place, non? C'est date. Non, je pense pas. Après, je pense pas que ça empêche les gens de vouloir nous ennuyer s'ils veulent, parce qu'il y a toujours certains qui veulent le tester pour voir est-ce qu'on va réagir, est-ce qu'on est vraiment méchant ou c'est juste de la. Non, mais sinon on est tranquille. Ça va. Bon. Pareil. Ouais, je dirais pareil. Effectivement, il y a toujours des gens qui, je sais pas, qui veulent voir, qui veulent chercher si le mec est vraiment, enfin, du moins s'il dégage, s'il est personnellement comme il est physiquement, quoi. Donc je suis un peu d'accord avec Sedat. Il y a toujours des mecs culottés quand même. On va commencer par ces dates. Ouais. Tu es né le 7 août 93. C'est ça. En Guinée-Bissau. Puis tu pars après au Portugal, où tu as la nationalité portugaise d'ailleurs. Et puis ensuite tu arrives en France, à Saint-Nazaire. Juste une question, quand on passe de la Guinée-Bissau au Portugal et du Portugal à Saint-Nazaire, ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bon, après, moi j'étais jeune, moi je me rendais pas très compte du changement parce que j'étais assez jeune. Mais ouais, ça change beaucoup. Hein, parce que c'est 3 différentes cultures et puis il fallait vite s'adapter en arrivant en France. Donc on n'a pas vraiment le temps de s'en rendre compte de ce qui se passait à ce moment-là. Et tu as commencé le rugby. Tu as commencé le rugby à Saint-Nazaire. Ouais. On n'imagine pas que cette région de France, il y ait du rugby. Et on n'imagine pas que quelqu'un qui est africain, et Dieu sait si les Toi, Africains... tu viens vraiment du Sud, toi, c'est ça? T'es de Bordeaux, c'est ça? C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas du rugby dans le Nord. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je suis juste en train de dire qu'en Afrique, on joue beaucoup au rugby à 7. Au Portugal, on joue beaucoup au rugby à 7. Que Saint-Nazaire, c'est pas à la base une terre de rugby, que tu t'es mis au rugby et au rugby à 15. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était pas... En fait, je suis arrivé à Saint-Nazaire. À l'époque, pendant les vacances scolaires, il y avait ce qu'on appelait les rugby-cités. C'est-à-dire que les associations des quartiers faisaient découvrir aux gens de quartier ce que c'était le rugby pour leur occuper pendant les vacances, pour pas qu'ils traînent à la rue ou quoi que ce soit. Donc, t'étais gaillard comme ça? Ouais, j'étais déjà un peu plus gros, on va dire. Pour mon âge, j'avais un gabarit pour mon âge qui était assez au-dessus des autres quand même. Du coup, à l'époque, je faisais du foot. J'étais inscrit au foot. Donc, j'allais avec les copains et tout. Mais Tu jouais quoi? Moi, au foot? Ouais, tu jouais quoi? J'ai défoncé. Il n'y a pas un mec, même Messi, je jouais pile défensif. Te connaissant, la balle au pied, c'est pas trop ça. Hein. T'es sûr de ça?
Je suis pas mal technique quand même. Non, pas mal. Et la thématique aujourd'hui dans cette émission, vous l'avez compris avec le sourire que j'ai appelé bêtement bienveillance et jus d'abricot, c'est avant tout un moment de convivialité, ça s'annonce, mais je sens que dans les questions d'après, entre vous deux, ça va être pas mal du tout. On va basculer sur Teddy, on reviendra sur toi, Sedat, hein, après avec le Racing. Teddy, toi, tu es né à Meaux, l'année où la France est championne du monde de foot, parce que pour le rugby, j'espère que ce sera avec vous dans 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu regardes, Sedat? On dirait que tu es comme à l'arrêt. Non, je vous écoute. Je regardais. Bon, donc toi, tu es né à Meaux. Exactement. Alors pareil, là aussi, c'est quand même un endroit un peu particulier pour le rugby, non? Ça joue au rugby à Meaux? Non, ouais, on a une équipe on a quelques équipes dans le coin, ouais. Et moi, je suis quand même en Fédéral 2, ouais. Toi, tu as fait du foot et surtout du golf. Ouais, je jouais beaucoup au golf quand j'étais plus jeune. Ça a été le sport que j'ai pratiqué, ouais. Dès que j'ai commencé à 2-3 ans avec des clubs en plastique, puis ça a continué. C'est plutôt bien passé, donc je suis resté là-dedans. Et puis voilà, après, je me suis essayé au foot. Ça se passait, voilà, c'était sympa, j'aimais bien aussi. À quel poste aussi, comme dirait Sedat? T'as fait du foot, toi? Non. Là, par contre. Moi, j'avais une conduite de balle. Moi. Donc, non, j'ai joué 6. J'ai joué 6, moi j'essayais. Okay. Et puis après, ouais, je suis basculé un petit peu en défense parce que j'étais plutôt grand et je commençais à être un peu gros aussi. Donc ça passait plus trop dans le truc. Donc voilà. Puis non, je fais un petit peu de tennis. Ouais, j'ai touché un petit peu à tout. Ouais. J'aime bien le sport en général. Alors, pourquoi le rugby? Comment ça s'est venu? Je ne sais pas si c'est une passion, mais. En fait, un peu comme c'est là. C'est-à-dire que comme physiquement, j'étais un petit peu en avance, plus grand, plus lourd que la moyenne. Voilà, j'ai le grand-père qui me pousse un petit peu à regarder. Puis j'avais Patrick Serrière, du coup, maintenant qui est au club du Racing, qui tous les ans me tannait pour faire pas des détections, mais de venir essayer, quoi. Mais j'étais un petit peu têtu, donc j'ai attendu. Puis voilà, en fait, un jour, suite à une blessure au foot, je suis allé tenter une séance au rugby à la reprise. Et puis ça s'est bien passé, du coup, j'y suis resté. Donc tu as été choisi finalement par le Racing, puisqu'ils sont venus te chercher un peu. Ouais. En fait, j'ai fait 6 mois, 1 an à Meaux. Là, c'est super bien passé. Puis, à l'issue de ça, comme à ce moment-là, il y avait les détections pour le pôle espoir, quand j'ai su que je l'intégrais, j'ai du coup choisir un club avec, d'un meilleur niveau en quelque sorte. Du coup, c'est là, à ce moment-là, que j'ai choisi le Racing. Toi, Sedat, pardon, oui, tu voulais. Oui, non, au contraire, non, très bien. Teddy, toi, raconte-nous, tu rentres en 2011, c'est ça? Au Racing? En 2011, non, pardon, Sedat, excuse-moi, Sedat. Ouais, moi en 2011, ouais. Sedat, en 2011. Donc, ouais. Tu fais quoi? Tu fais la formation? Comment t'es repéré pour rentrer au Racing? Bon, pareil, c'est le Racing qui sont venus me chercher. Parce qu'à l'époque, j'ai fait, je crois que c'était le mois de 16, j'ai fait le top 100. J'ai fait un top 100 avec l'équipe de France. C'est quoi un top 100? Est-ce que tu peux nous expliquer? À l'époque, c'était comme si c'était une sélection de mois de saison. D'accord. Pour justement intégrer les équipes de France au mois de 18, au mois de 20 et tout. Donc, il fallait faire une sélection de top 100 meilleurs joueurs, jeunes joueurs pour intégrer justement l'équipe de France. Et c'est comme ça que le Racing m'ont repéré par Alain Gazon. Alain Gazon, un jour, il est venu me chercher chez moi, il m'a proposé un contrat. Et à l'époque, j'avais plusieurs clubs et du coup, j'ai choisi celui qui était plus près de Saint-Nazaire. D'accord. Vous aviez une connaissance un peu de l'histoire du Racing ou pas du tout parce que c'était pas votre sport au départ? Moi, honnêtement, si je connaissais bien parce que de par Patrick, j'allais quand même fréquemment voir les gros matchs, quoi. À l'époque même, j'allais voir les derbies qui étaient au Stade de France. Donc si quand même, c'était le club qui, sans jouer, sans le fait que je joue au rugby, je les supportais déjà un petit peu, quoi. Honnêtement, j'étais au courant de ce qui se passait, puis c'était un club que j'appréciais regarder, quoi, que je suivais. Ouais. Toi, Sedat, tu avais un regard peut-être un peu plus distant par rapport au moi, c'est pas que je connaissais pas l'histoire du club, je connaissais pas l'histoire du rugby tout court, parce qu'à la base, c'est un sport que je connaissais pas du tout. Ouais. Et du coup, au début, pour moi, c'était pas vraiment un objectif vraiment de réussir dans ce sport-là. C'était juste un plaisir, quoi. Après, c'est tellement allé trop vite que j'ai pas eu le temps de vraiment me poser des questions, mais ouais, j'ai appris l'histoire du club au fur et à mesure en jouant pour les équipes jeunes du club, justement. Est-ce que quand vous êtes rentré comme ça en formation, vous avez fait attention à votre hygiène de vie?
Je parle des boissons, des fêtes, Des boissons, des fêtes et tout. Ouais. Enfin, ouais. D'accord, ok. Je pose pas la question. On... Je passe à la question suivante. Ok. Non. On peut en parler si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, mais tu nous dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez pris connaissance vite, finalement, de vos capacités, ou parce que justement vous aviez des gens qui vous encadraient, ils ont su dire, on va arriver à faire quelque chose de bien, de ta capacité, parce que physiquement tu as du niveau, parce que est-ce que l'un comme l'autre, le fait que vous ayez autour de vous des gens qui vous ont dit il y a un potentiel chez toi, est-ce que ça vous a responsabilisé un peu? Moi, je dirais oui, bien sûr, hein, parce que forcément, quand tu. Enfin, je parle pour moi, peut-être que c'est là que me rejoindra, mais effectivement, quand tu commences un petit peu à évoluer, puis que tu entrevois une perspective de devenir professionnel, ouais, au bout d'un moment, tu te dis effectivement qu'il faut que dans ta vie de tous les jours, pour être le meilleur sportif possible, quoi, et pour le devenir surtout, il faut devenir un peu plus sérieux. Donc oui, tu réduis. Enfin, moi, je parle pour moi, je pense tout de suite au point, un petit peu, voilà, la fête, l'alcool, les choses. Il y a des choses peut-être à limiter. Ça n'empêche pas qu'on peut, je pense, mais il faut, ouais, rapidement quand même, tu sens qu'il faut maîtriser du moins ou limiter certaines choses. Ouais. Il faut faire des choix. Ces dates, c'est pareil pour toi ou tu Ouais, je suis d'accord avec Teddy, mais plus jeune, on était plutôt, on avait quand même conscience de ce qu'on voulait faire en rentrant en centre de formation. Donc, on est vraiment par petits groupes. Là, on était conscient du potentiel qu'on avait à chacun et que c'était du sérieux, quoi. Il fallait être sérieux, mais aussi, je pense que ça ne nous a pas empêché de faire la fête et de s'amuser Bien sûr. de ce côté-là. Mais à côté, dans la tête, on se disait il faut rester sérieux quand même un minimum pour pouvoir justement, si on veut, passer les étapes suivantes. Cédate, tu signes. Oui, pardon, Teddy, tu voulais rajouter un truc? Non, exactement, c'est ça, ce qu'il dit, Cédate, exactement. Cédate, tu signes ton premier contrat pro en 2015 au Racing. Là, pour toi, mais aussi pour ta famille, est-ce que c'est pas aussi un sentiment de fierté par rapport à ton parcours? Bien sûr. C'était quelque chose qui se réalisait, c'était beau par rapport à mon histoire, comme tu as dit. Je passais de Saint-Nazaire au Portugal, je passais de la Guinée-Bissau au Portugal, de Portugal à Saint-Nazaire, et de Saint-Nazaire à Paris, ensuite contrat pro, et puis tout ce qui enchaînait derrière. Donc on va en parler. On va en parler. Quelle langue parle-t-on en Guinée-Bissau? Le créole. D'accord. Donc, en fait, tu avais cette langue, après le portugais, et ensuite le français. Donc, parle bien portugais, hein? Comment? De quoi tu bien portugais. Tu parles bien portugais, hein? C'est vrai, il donc, tu parles portugais aussi? Comment? J'ai pas entendu la question. Tu parles portugais aussi, donc? Ouais, je parle le portugais, ouais. Ouais, c'est cool. Donc, et tu es devenu, après, et ça c'est quand même une superbe histoire, internationale. Ah, mais on va reparler. Quand je suis un peu ton process, c'est pour ça que j'ai les yeux un peu rivés sur l'écran, parce que je ne veux pas me tromper. En novembre 2017, il se passe un truc de débile mental, quoi, en fait. Il se passe un truc de fou. Tu es avec les Babas. C'est ça. On avait battu les Blacks. All Black Maori, ouais. Voilà, c'était à Bordeaux, me semble-t-il, ou à Bordeaux, à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux, à l'Escure. Et ensuite, ce match de fou aussi à Lyon. À Lyon, une ambiance. Moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs dans mon métier, mais l'ambiance qu'il y avait face aux Blacks, c'était incroyable. J'en parlais avec Henri, puisque il marque un essai, les Français perdent de peu. Quelle différence, pour toi qui découvres le niveau international, entre les Babas et ce match des A, même si ce n'est pas pris comme des sélections, il y a eu un bisbille, mais il y avait la Marseillaise, il y avait le cœur, donc c'était la même chose, entre ce match à Bordeaux et ce match à Lyon. Qu'est-ce que tu dirais de différent entre les deux? Les Babas, on connaît tous l'état d'esprit des Babas, c'était vraiment tranquille, quoi. Franchement, c'était vraiment tranquille. La semaine, on avait préparé, mais vraiment dans une bonne ambiance et tout. Et en plus, derrière, on avait gagné un match, donc on a eu le temps de le fêter correctement aussi. Mais après, la sélection qui arrive derrière, c'était juste une journée après, 2 jours après. Donc moi, je suis arrivé, et du coup, on m'a appelé. J'étais sur le chemin retour pour rentrer, quoi. On m'appelle pour directement aller sur Lyon. Et du coup, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer ou quoi que ce soit avec eux, ni en entraînement ou quoi. Donc, j'ai juste joué un match comme ça, mais sans vraiment être préparé, quoi.
Donc, c'est pareil, j'ai vraiment pas réalisé sur le coup ce qui se passait. Mais, mais ça change beaucoup dans le sens où l'ambiance était différente, où les mecs étaient beaucoup plus impliqués. À l'époque, c'était Guinoves. Et puis, pareil, c'était un nouveau staff. Je suis arrivé, fallait vite s'adapter pour pouvoir justement jouer ce match-là. Et j'avoue que le match, il était dingue, quoi. C'était un match, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de jeux. C'était un match dans une ambiance. Tu te rappelles aussi, tu te rappelles? Ouais, je l'avais regardé, du coup, ouais. C'était un match de fou. Extraordinaire. Extraordinaire. Teddy, toi, donc, 2013, le Racing, il se passe un truc de fou quand même, parce que au Racing, à ton poste, alors à tous les postes, hein, mais alors à ce poste-là, il se passe un truc de malade mental, c'est que tu te retrouves avec devant toi des joueurs incroyables, puisqu'il y a Dimitri Sarzeski, il y a Kamisha, c'est-à-dire que là, t'es pas avec tes peintres, quoi. T'es avec parmi les meilleurs. Ouais, c'est clair, ouais. Les meilleurs en France et même au niveau international. Comment tu t'inspires de ces deux monstres-là au sens pas du tout péjoratif du terme? À la tienne. Honnêtement, c'est aussi pour ça que j'étais venu et que j'étais resté. Hein. C'est parce qu'effectivement, pouvoir s'entraîner avec eux, ça allait quand même être une source d'exemple un petit peu quand même, tu vois, parce que tu regardes un petit peu la façon dont ils s'entraînent, donc comment ils sont, quoi. Donc franchement, c'est fou, quoi. Dimitri qui a plus de 80 sélections, pareil Camille, qu'on a beaucoup pour son âge, donc bien sûr, on essaie de prendre l'exemple au quotidien, je crois, de ce qu'ils font, et puis on essaie de devenir le meilleur joueur possible en quelque sorte. Mais c'est sûr que c'est une source de motivation, quoi, parce que quand forcément tu côtoies des joueurs avec autant d'expérience, tu te dois d'en tirer le maximum. On va parler bien sûr du Racing. Je termine avec ce qui est aussi très important, c'est que tous les deux vous êtes dans le groupe France. Teddy, je continue avec toi, puisque tu es convoqué pour le tournoi des 6 nations, et toi tu fais pas les choses à moitié, et c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est pas un France-Italie, c'est pas un France-Géorgie, c'est pas un France-Belgique. Toi t'attaques avec le crunch. Ouais. Alors, je veux quand même que pour ceux qui nous regardent, parce que nous, finalement, en étant extérieur à l'événement, on prend ce que la presse nous donne, mais raconte-nous, tu reçois un coup de fil, comment ça se passe? Ouais, c'est un truc, franchement, c'est un truc de fou. Je pense tout comme n'importe qui, le premier appel, quoi, mais c'est vrai que moi, c'était, déjà, je m'y attendais pas du tout. Je parlais avec Camille et tout tous les jours, puis c'est vrai qu'un jour, il m'envoie un texto, puis il m'a dit, tiens, voilà, je me suis fait un petit peu mal, donc je me suis fait un petit peu mal, je suis moyen, puis voilà, ça en était resté là, quoi. J'avais pas forcément eu de nouvelles, et puis là, je crois que c'est le lendemain ou surlendemain, j'étais parti faire des courses avec ma mère, puis voilà, on était à la caisse et tout, puis j'ai un coup de fil, je réponds un peu comme ça, voilà, à la va-vite. C'est un numéro anonyme ou c'est un numéro anonyme, hein, j'avais pas le numéro enregistré. Et puis voilà, j'étais à la caisse, je réponds vite fait, oui, puis voilà, c'était Fabien Galtier, donc qui m'appelait suite à malheureusement du coup à la blessure de Camille qui était un petit peu incertain, du coup je rejoignais le groupe, donc voilà, truc de fou de vivre ça dans un moment aussi anodin avec ma petite maman, donc c'était sympa comme tout, c'est un beau souvenir. T'as cru que c'était une plaisanterie ou t'as reconnu sa voix? Non, très honnêtement, on n'ose pas trop y croire. Après, quand j'ai entendu sa voix et qu'il a commencé à me parler un petit peu des détails, je me suis dit, effectivement, c'est peut-être pas une blague, quoi. Donc non, voilà, honnêtement, c'était assez fou. Puis, t'étais un peu stressé ou pas? Oh, j'étais stressé, mon pauvre. J'ai été pris d'une sueur là qui m'a monté, je te jure. Je m'en souviens très bien. Honnêtement, j'étais à Ikea, mon pauvre. Une sueur terrible, un peu la langue, la voix tremblante et tout. Un peu d'émotion, donc non, c'était sympa, c'était incroyable. Puis là, pas eu trop le temps de réfléchir, un peu comme toi, c'est là, je suis parti tout de suite. J'ai pris un avion dans l'après-midi, je suis rentré chez moi en avion, et puis je les ai rejoints à Nice le soir même, donc tout a été très vite. Mais franchement, c'est un souvenir de fou. Hein. C'était incroyable Nice aussi, hein. Là, pour être venu vous voir et en avoir parlé avec certains du groupe, le travail physique extraordinaire. Terriblement impressionnant, non?
Ouais, une grosse charge de travail, hein, forcément. Et puis moi, quand je les ai rejoints, c'était la semaine juste avant France-Angleterre, donc on sentait que les mecs commençaient à être tendus, à être dans le match, donc c'est la pression. Puis voilà quoi, hein, tu t'intègres un groupe qui était déjà en quelque sorte préparé, donc fallait un petit peu les rattraper. Hein, ils étaient en forme. Question pour vous deux, vous qui vivez au quotidien les entraînements avec le staff et Laurent Travers au Racing, quelle différence y a-t-il d'entraînement avec l'équipe de France? Très bonne question. Mais quelle différence? Il n'y a pas vraiment de différence. Après, c'est une autre équipe différente en fait. C'est juste ça, c'est que C'est des modes opératoires d'entraînement différents. C'est pour la mêlée, par exemple, pour les lancers, pour les combinaisons. On va en parler des combinaisons. Est-ce que, par exemple, tiens, juste là-dessus, alors même si c'est plus peut-être pour le talonneur, mais vous apprenez les combinaisons. Donc, il faut connaître par cœur celle du club et celle de la... Ça, c'est compliqué, ça, je te l'avoue. C'est ça. C'est compliqué, ouais. Moi, quand je suis arrivé, mon pauvre, et qu'il a fallu apprendre les annonces et les combinaisons, puis même, tu t'adaptes un petit peu aux sauteurs, à leurs habitudes, au machin. Mon pauvre, c'est pas évident les premiers jours. Racontez-moi une annonce. Donnez-moi une annonce qui n'est pas une annonce confidentielle ou quelque chose, mais qui fait... Par exemple, allez, donnez-moi une que vous avez utilisée l'année dernière, par exemple, que vous n'utilisez plus. Tu veux quoi en fait? Tu veux une combinaison, c'est ça que tu veux? Ouais, parce que je voudrais que tu m'expliques la combinaison du talonneur, toi en tant que pilier, où est-ce que tu te situes par rapport à la combinaison? Est-ce que c'est des gestes? Est-ce que c'est En fait, ouais, ça dépend. En fait, on a juste que des principes, et en fait, ces principes-là, en quelque sorte, c'est ce format de touche, on peut enchaîner tout un tas de mouvements et autant qu'on veut, et ça permet de créer le mouvement qui fera que la zone sera sûrement libre. Et donc voilà, mais c'est vrai que, moi dans mon cas, en tant que talonneur, c'est que tu dois t'adapter un petit peu aux habitudes déjà de tous les sauteurs, à leur taille, parce que ça diffère vachement quand je prends l'exemple, quand tu as Baptiste Chouznou ou après Yohan Tanga, tu lances pas de la même façon. Ça veut dire quoi, tu ne lances pas de la même façon? Ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'ont pas le même profil. Ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas le même timing de saut, ils n'ont pas la même taille, donc il faut se réguler par rapport à ça. Tout ça s'apprend par cœur? Après, c'est de l'entraînement, c'est question de timing après pour les talonneurs, je pense. Hein. Exactement, ouais. Après, c'est des automatismes, tu vois. Disons, je sais pas, pour moi, tu te réfères effectivement à la taille du mec, tu vois, et puis à leur réactivité, la façon dont il saute. Après, et puis voilà, avec de l'entraînement, comme il dit Sedat, ça devient pas une habitude parce qu'il y a encore pas mal de loupés, mais ça devient plus normal, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Plus facile à régler. N'importe quoi. Tu pourrais dire calculette, et calculette, ça voudrait dire que c'est pour Baptiste, c'est ça? Alors, on a des choses, en grosso modo, on a des choses comme ça, mais je te dis, c'est plus une répétition de petits mouvements, en fait, tu vois, qui permettent, en fait, tu les enchaînes dans le sens que tu veux, et puis ça détermine la zone de saut, en quelque sorte, tu vois. Toi. J'ose pas trop en dire, parce que si je commence à dévoiler les touches... Mais oui, après, il y a des combinaisons aussi, comme tu dis, par exemple, tu dis le nom d'un joueur, et c'est le joueur qui va sauter. Et dans une autre équipe, ça peut être le même mouvement, mais le nom, ça va être pas pareil. Alors, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui ont parfois la même annonce? Si, en fait, tu sais, on s'aperçoit que toutes les équipes ont les mêmes touches, en fait, hein, tu vois. Mais elles les appellent juste d'une manière différente, tu vois. C'est la codification qui est différente, tu vois. Les petits codes, voilà. Mais sinon, en gros, on a les mêmes. Hein. Je sais pas ce que tu... Ouais, c'est ça. Mais... il change deux trucs, un peu de trucs, mais le fond, ça reste pareil. Il y a juste quelques trucs qui changent, quoi. Sedat, Teddy vient de dire en gros et il t'a regardé dans les yeux. Moi, je te dis ça, mais... c'est lui qui est plus gros que moi en ce moment, ça va. Sedat, toi, on va revenir aussi sur ton truc. C'est que derrière, quand même, il se passe un truc de fou, parce qu'on a parlé de ça. Tu joues le France-Irlande. Ouais. Et le France-Irlande, pour la petite anecdote, avec un ancien de la maison qui nous marque un drop à la dernière minute. Ouais, Sexton. Sexton, qui a une classe folle, puisque
il vient saluer tout le monde. Je me rappelle très bien, je ne sais pas si tu t'en souviens, ces dates, où il vient vous voir quand vous êtes en groupe, pour vous taper sur la tête à tous, pour s'excuser finalement de ça. Et quand il est même passé devant moi, il m'a même dit bonjour. Je trouve que ce joueur-là, à ce moment précis, a eu une classe folle. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti aussi, ces dates? Bah, sur le moment, tu vois, on n'a pas vraiment le temps d'analyser parce que moi j'étais dégoûté. J'étais énervé, mon pauvre. J'étais énervé à ce moment-là. Donc, le petit tape sur l'épaule, je l'ai pris comme un peu chambrage, mais avec un peu de recul. Tu te dis, ouais, quand même, c'est un joueur qui a de la classe et tout. Et puis, ce qu'il a fait là, mettre un drop de 40 mètres presque, c'était incroyable. Il nous avait crucifié. Ouais, crucifié. Exactement. Derrière, il y a le Japon aussi. Ouais. Alors là, le Japon, c'est un peu à l'arrache aussi. Toi, à chaque fois, c'est à l'arrache. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. Non, mais c'est pas méchant. Ouais, bah, c'est là, quoi. En fait, tu profites, entre guillemets, d'une blessure. Ouais. Tu pars au Japon. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans un groupe comme ça? Mais bien sûr, surtout sur une Coupe du Monde, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que les mecs, ils en ont chié pendant 2 mois. Moi, je n'étais pas là. Ils ont fait toute la prépa. Ils ont été au Japon. Ils ont commencé un premier match. C'est ensuite c'est arrivé pour pallier à une blessure. Les mecs, ils étaient déjà soudés, quoi. Tu vois, tu arrives dans un groupe qui était déjà soudé. Même si je les connaissais, les mecs et tout, c'était compliqué. Et puis après, moi, je savais très bien que tant qu'il n'y a pas d'autres blessés à mon poste, je n'allais pas jouer parce que pareil, les mecs, ils en ont souffert pendant 2 mois. Je ne vais pas arriver parce qu'ils faire changer les choses, tu vois. Donc, j'étais vraiment parti dans l'optique de ramener de la bonne ambiance, enfin, de kiffer justement le moment avec eux, tu vois, de ramener tout ce que je pouvais ramener, de la bonne ambiance, enfin, j'en sais rien, quoi, tu vois, juste être avec eux, profiter du moment, quoi, tu vois, profiter et finir l'histoire avec eux, tu vois. Dans ce cas-là, la question est valable aussi pour Teddy. Est-ce que vous vous rapprochez des joueurs que vous connaissez bien du club? Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'internationaux au Racing. Est-ce que c'est rassurant de se rapprocher des joueurs que l'on connaît au quotidien? Et bien sûr. Forcément, ouais. Et donc là, c'est quoi c'est Maxime qui est un repère parce qu'il a de la bouteille au sein de l'équipe de France. C'est des joueurs comme ça qui sont un peu sur lesquels vous allez vous diriger? Ouais, bah après, je crois que c'est surtout en fonction en fait, de tes affinités, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que dans le fait que tu connaisses bien certaines têtes et quelques mecs, ouais, ça aide quand même. Parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, quand tu intègres une équipe, et effectivement, comme il dit Célade, qui est en cours où l'équipe est déjà soudée, a déjà vécu pas mal de choses, c'est pas forcément évident d'arriver un petit peu après tout ça. Donc, mais oui, forcément, ça aide. Et puis, d'autant plus quand les mecs ont de l'expérience, voilà, comme tu l'as dit, pour pas les citer, Max, tout ça, ouais, c'est sûrement plus facile, ouais. Bien sûr. Tous les deux, vous êtes au Racing et maintenant totalement intégrés et appréciés de tout le monde. Vous êtes des gens, je le dis pour ceux qui ne vous connaissent pas vraiment, vous êtes des gens d'une gentillesse incroyable. Moi, je vous apprécie pour la gentillesse qui est la vôtre et c'est toujours un plaisir de venir vous faire un petit coucou à la fin du match, même si vous puez et que vous transpirez comme des fous. Mais quand on est comme ça, quand on a l'écusson du Racing sur le cœur, qu'on a finalement fait sa carrière que dans un club, qu'on a connu la Croix de Bessy, qu'on a connu le Plessis, la Croix de Verdi, pardon, qu'on a connu Colombe et qu'on se retrouve à l'Arena. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on fait partie d'une aventure incroyable, vu l'évolution du club et des structures dans lesquelles on travaille? Vas-y, Cédate, je te laisse commencer. Bah, bien sûr, tu l'as dit, hein, quand t'es arrivé, moi quand je suis arrivé à l'époque, c'était la Croix de Berny, pareil, donc tu fais un peu. On était jeunes à l'époque, mais tu fais. T'as 26 ans, Cédate, tranquille, hein. 27 cette année, t'inquiète. 27, bientôt, tranquille. Ah, moi j'en ai 32. Ouais, t'as raison. Faites gaffe. Pareil, oui, parce que quand je disais jeune, c'est par rapport à l'équipe à l'époque. Donc, quand tu joues avec les plus jeunes, et puis derrière, tu montes avec les grands, en quelque sorte, c'est une aventure. Et surtout, le club évolue. Ça prend une ampleur qui est le club maintenant, tu vois. Donc, maintenant, on joue à l'Arena, dans un stade qui est magnifique. On a un cadre d'entraînement qui est incroyable. Je pense que c'est en France, je crois, il n'y a pas mieux. Enfin, si on compare avec les footballeurs. Mais ouais, c'est une aventure incroyable. Je pense que c'est
c'est pas fini encore parce on a plein de trucs à faire encore. Dommage que cette année, on sait pas comment ça se termine, mais pareil, cette année, on construisait encore quelque chose de magnifique avec le groupe, tu vois. Teddy, ouais, non, tout à fait d'accord. Franchement, c'est incroyable. D'autant plus parce que, je te dis, ouais, il y a l'histoire du club et puis tu as l'impression que c'est un club qui s'arrête jamais en fait d'évoluer, quoi. Tu vois, on parle du Plessis, mais le Plessis, il est en permanence en train d'être repensé, évolué, tu vois, pour que les joueurs et même, voilà, je pense à tout le monde, à tous ceux qui travaillent dans sa globalité, le club. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Puis tu penses à, effectivement, comme il a dit, c'est là l'Arena. Non, franchement, c'est dingue. Pour ça, il n'y a pas à mentir. Il faut pas se mentir, c'est quand même un club qui est super bien équipé, tu vois. Et puis même, je te dis, quand tu intègres un petit peu, comme a dit Sedat, le fait de jouer avec les équipes jeunes, tu vois, petit à petit, tu montes, puis tu te dis, putain, ça va s'arrêter où, quoi, tu vois. Tu vas y aller jouer avec les grands, les pros, tu vois, tu y vas. Donc, même jusqu'à faire un live avec moi, tu te rends compte? Qui ça? T'imagines où on finit? Même un live avec moi, quoi. T'imagines la chance un peu, mais. Oui. Non, franchement, ce qu'il fait, Jackie Larossetti, c'est incroyable. Il met tout à disposition pour le club, pour que le club s'élève au plus haut niveau, quoi. C'est incroyable. Pour les joueurs, on a tout à disposition, quoi. Franchement, je pense que c'est incroyable. On a tout pour travailler, pour progresser et pour être les meilleurs, quoi, du championnat. Alors justement, il me reste 3 questions. D'abord, merci tous les deux d'avoir pris quelques minutes cet après-midi avec nous. Et puis pour les nombreux supporters qui verront cette vidéo. Et au-delà des supporters, ceux qui aiment le rugby ou ceux qui se questionnent sur les postes. D'ailleurs, moi, c'est encore l'une de mes questions. Qu'est-ce qui est le plus important dans une équipe de rugby? Un talonneur ou un pilier? Aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas ça que tu allais dire, Sedat. Non. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quoi? C'est le pilier droit. Mais t'es malade. Mais bien sûr. Quand une mêlée ne va pas, on va dire que c'est le pilier droit. C'est ça, on va pas dire c'est le talent, on va dire c'est le pilier droit. Si vous tombez au sol, c'est quand même. C'est pas de ma faute quand même, tu vois. Ouais, mais c'est pas le. T'es à 8, tu vois. Première ligne, on est 3. Mais qui c'est qui prend la responsabilité? C'est le pilier droit, c'est lui qui tire la mêlée, c'est lui qui fait avancer la mêlée, c'est comme ça. Mais gros, il en faut des responsabilités. Et moi, à la touche, quand on n'a pas le ballon, c'est de ma faute. C'est pas tout le temps. Mais oui, la touche, c'est ton truc. Mais les piliers droits, c'est la mêlée. Et le pilier gauche, c'est moins important? Ouais, mais eux, ils sont là juste pour dépanner, quoi, tu vois. C'est de la magouille à gauche. C'est de la magouille. Bon, on en parlera à qui de droit. Et alors, tiens, Sedat, t'aurais jamais voulu faire talonneur, et toi, Teddy, t'aurais jamais voulu faire pilier? Moi, je pense qu'on peut l'essayer. Un pilier droit peut jouer talonneur, mais le talonneur peut pas jouer pilier droit, tu vois, par exemple. Ah ouais? Ah bah oui. Bah gros, je suis pas convaincu comme toi. Hein. On va échanger de poste. Je suis pas convaincu. On va échanger un peu, tu vas voir ce que ça fait d'être un pilier droit. Tu vas voir. Je serais curieux, moi, de te voir au milieu, là. Ah oui. Mais c'est vrai qu'au milieu, par contre, je pense que le pilier droit, c'est plus dur, mais au milieu, quand même, faut y aller, quoi. Honnêtement, j'ai jamais joué à droite. Pourtant, j'ai joué à gauche. Alors, je peux quand même me situer, tu vois, mais à droite. Mais oui, c'est trop dur. Mais t'imagines pas comment c'est trop dur. C'est trop dur. Mais comme je t'ai dit, au talent, il faut y aller quand même. Au talent, il faut y aller. Parce que des fois, tu te retrouves cervical coincé comme ça. Je te vois te relever là. C'est compliqué. Non, je te jure. C'est de la confiance, hein, parce que, entraînement, match et tout, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même dangereux, franchement. On joue à des postes dangereux. Mais alors justement, alors c'est une question très sérieuse. Ouais. Oui, il y en a une. Ce qu'a fait Didier Retière en créant les baby scrum, vous savez, les machines pour justement travailler la mêlée. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas aussi des progrès pour que le rugby soit moins dangereux et que vos postes soient justement moins à risque? Est-ce que vous vous sentez quand même pas plus en sécurité aujourd'hui? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que quand je vois, j'ai jamais joué à cette époque, à ce moment-là, mais quand je vois, c'est là, toi, tu as peut-être dû connaître les mêlées avant où il y avait des impacts, mon pauvre. En fait, il n'y avait aucun pré-engagement, il n'y avait rien, quoi. Ouais. Les mecs, ils étaient à 40 cm et ils se rentraient dedans. Et l'autre jour, je tombais sur un match où j'ai vu ça là, et je me suis dit, mais c'est dangereux, quoi. Et ça
se voit que c'est dangereux. Donc, non, je pense que à ce niveau-là, ça a quand même bien évolué. Et même s'il y a encore du boulot, je pense que ça va quand même dans le bon sens. Parce que honnêtement, ça fait peur. Hein. Quand je vois honnêtement les mêlées d'avant, là, de l'époque d'avant. Ces dates, ouais. Toi, vu ton poste et le vôtre, il faut forcément être complice dans une première ligne. Ça veut dire qu'il faut forcément s'entendre pour faire une bonne mêlée, non? Bien sûr. Même humainement, pas que professionnellement, humainement, il faut avoir des affinités avec ses collègues de la première et de la deuxième et de la troisième ligne, enfin de la mêlée en général. Ben oui, tout à l'heure on parlait par rapport au poste et tout, parce qu'on en rigolait, mais c'est pas un talonneur ou c'est pas qu'un pilier droit qui va faire que tu vas gagner la mêlée. C'est les 8 joueurs du pack qui vont faire que que ton paquet va être bon ou pas. Mais pareil, oui, il faut avoir une bonne affinité parce qu'il faut travailler ensemble en fait. C'est toutes les questions de stratégie, d'entraînement et d'affinité qui fait que on va vouloir aller tous dans le même sens pour pouvoir justement dominer le pack adverse. Ouais, faut accepter un peu parfois d'enlever un peu son confort, tu vois, les habitudes qu'on pourrait avoir pour que peut-être le mec d'à côté de toi soit plus à l'aise. Ouais. C'est ce qu'on appelle la solidarité. On est bien d'accord. C'est ça. Il me reste une question, messieurs, et je ne veux pas les deux. Allez. Il vaut mieux être champion de France cette année ou champion d'Europe? Moi, je pense avoir ma réponse. Je ne sais pas si c'est date, mais moi, je dirais champion d'Europe. Moi, pareil, champion d'Europe. D'accord. Champion d'Europe. D'accord. Ouais. Vous avez un joli souvenir de Barcelone? Oui, bien sûr. Même en ce moment, ça repasse encore à la télé là et tout. Ouais, ça repasse. Tu revis le moment, moi en tout cas, c'était incroyable. Les garçons, merci beaucoup. Merci Sedat, merci Teddy. Merci à toi. La thématique aujourd'hui, en ce dimanche, le live, vous l'avez compris maintenant, vous allez pouvoir exprimer votre désir. Vous auriez préféré considérer que talonneur, c'est plus important qu'un pilier, ou si vous habitiez gaillard comme eux, vous auriez préféré faire talonneur ou pilier. C'est toute la question qu'on va évoquer avec tous les supporters. Merci messieurs, on vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite sur les terrains. Allez, merci à toi Eric. Allez Racing, salut les gars. Salut. Merci.